Aujourd'hui dans Audace, on va aborder des sujets essentiels mais encore trop peu discutés. La contraception masculine, la vasectomie, la santé sexuelle ou encore le cancer des testicules. Pour en parler, je reçois le Dr Geoffroy Van Overschild, urologue à la clinique Saint-Jean à Bruxelles, formé à l'UCL. Ensemble, on va démystifier, expliquer, questionner, mais aussi parler d'humain et d'équilibre. Car tu le sais, j'aime aller au-delà de la blouse blanche. Geoffroy nous parle aussi de son hygiène de vie, de son rythme entre les consultations, la vie de famille et le sport. Lui qui s'est notamment entraîné pour un Ironman ces derniers mois et qui vient de le réaliser. D'ailleurs, on va parler un petit peu plus de l'Ironman en fin d'épisode, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste à l'écoute. Un échange utile, accessible, sans tabou, comme on les aime sur le podcast. Si tu as encore des questions après l'épisode, n'hésite pas à contacter Geoffroy, il se fera un plaisir de répondre. Je mets ces informations en barre de description. Et par ailleurs, comme d'habitude, merci de noter 5 étoiles le podcast, de le partager, de l'envoyer à tes proches. C'est grâce à ça que le podcast continue de se faire connaître et continue à attirer de plus en plus d'invités de qualité. Donc je vous remercie du fond du cœur. Le podcast grandit et c'est grâce à vous. Bonne écoute! Bonjour Geoffroy. Bonjour Chloé. Je t'appelle Geoffroy ou je t'appelle Dr Van Overschild? Tu peux m'appeler Geoffroy. Les deux me vont, c'est toi qui décides. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, merci de me recevoir, ça Avec plaisir. fait plaisir. Franchement, j'ai trop hâte de parler du sujet du jour, qui a été grandement demandé dans les auditrices. Je crois que c'est un sujet qui concerne pas mal d'hommes, mais de couples et de femmes aussi en soi. On va parler notamment de vasectomie, de contraception masculine, de cancer des testicules, et un petit peu, si t'es d'accord, de toi, de ta vie, de qui tu es. C'est parfait. Avant toute chose, Geoffroy, est-ce que je peux te demander de te présenter et de me dire pourquoi tu as choisi d'être médecin? Alors, donc je suis Geoffroy Van Overschild, je suis urologue. J'ai 34 ans, j'habite à Bruxelles et je travaille aux cliniques Saint-Jean, dans le centre de Bruxelles. Pourquoi j'ai choisi d'être médecin? C'est finalement, mon père est médecin, donc j'ai toujours été un peu baigné dans le monde médical. Ma mère est pharmacienne, donc depuis que je suis tout petit, je baigne un peu dans ce monde-là. Donc probablement qu'il y a eu une influence de mes parents quand j'ai fait mon choix. Après, il y a plusieurs raisons. Je pense que j'ai toujours voulu avoir un travail avec un contact humain. J'aime bien le contact humain. Et aussi pour des raisons, j'ai toujours voulu avoir un travail entre guillemets avec une sorte de sécurité. Ok. Je sais que C'est en tant honnête que de le médecin, dire. a priori, on devrait avoir une sécurité. Je crois qu'on va toujours avoir besoin de médecins et c'est quelque chose qui globalement me rassure. C'est honnête de le dire. T'es fils unique? J'ai une sœur. Une grande Médecin sœur. aussi? Alors non. C'est la créative de la famille qui est partie dans autre chose ou quoi? Alors, elle, au contraire, elle a eu une vision un peu différente que moi. Ouais. Le fait de baigner un peu dans ce monde médical, ça l'a un peu dégoûtée, je pense. Elle aime pas trop entendre parler de médecine quand je suis avec mon père, par exemple, et qu'on parle un peu boulot. C'est pas quelque chose qui la branche trop. Et du coup, elle a fait des études de communication. Et voilà, une voie totalement différente. Okay. Donc voilà. Ton papa, urologue aussi? Non, il est cardiologue. Cardiologue, ok, très bien. Écoute, est-ce que on peut jumper dans le sujet un peu spécialiste? Ensuite, on reviendra sur toi et ton équilibre vie pro et perso. T'as un profil atypique, assez sportif, sociable, je vais pas dire fêtard. C'est vrai, non, ça. Non, j'ai hâte de voir comment tu as réussi à combiner des études de ce niveau-là avec une vie très active. Avant ça, on va parler de contraception masculine. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement quelles sont aujourd'hui les principales méthodes de contraception masculine, et celles qu'on utilise principalement en Belgique et puis à l'étranger et celles qui sont peut-être en recherche actuelle? Ouais, alors en Belgique, actuellement, il existe 3 méthodes contraceptives qui sont vraiment efficaces et validées. C'est important le côté aussi validation. La première méthode contraceptive
masculine bien connue, c'est le préservatif, l'utilisation du préservatif. Bon, tout le monde connaît, mais c'est une méthode qui est très efficace et totalement validée. On a ensuite une méthode dont on entend de plus en plus parler, qui est la vasectomie, une méthode chirurgicale sur laquelle on va revenir. Et enfin, une méthode, parce que je parle de méthode validée et efficace, qui est un peu moins chouette, qui est l'abstinence. Oh, même pas le retrait? Le retrait, c'est pas vraiment efficace. Ouais, On va peut-être y revenir. OK, l'abstinence. OK, super. Mais c'est moins chouette. Ouais, en effet. Hem, ouais, voilà, tu l'as dit, les fiabilités, comment ça fonctionne. Bon, on connaît ces grands moyens-là qui sont assez répandus. Toi, en tant qu'urologue ici en Belgique, quelles sont les méthodes que tu vois le plus souvent utilisées? Et est-ce que par exemple la vasectomie est fréquente ou de plus en plus fréquente? Est-ce que tu vois des évolutions de mentalité chez tes patients? Ben, en tant qu'urologue, il est vrai que la méthode à laquelle je suis le plus souvent confronté, c'est la vasectomie. Parce que les patients viennent nous voir pour avoir des informations à propos de la vasectomie ou pour planifier l'intervention. C'est vrai que les patients viennent pas nous voir pour avoir une ordonnance, pour acheter une boîte de préservatifs. Du coup, c'est vraiment la méthode contraceptive à laquelle on est le plus souvent confronté. Je vois vraiment une assez nette évolution. Ouais. Et c'est un peu comme ça partout en Europe globalement. On voit vraiment que les mentalités ont changé. Il y a de plus en plus d'hommes qui veulent prendre leur part de responsabilité au niveau de la contraception. Et donc, il y a pas mal d'hommes qui sont prêts à passer le cap et à faire une vasectomie, ou en tout cas, plus sérieusement l'envisager et venir poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont en stade de recherche? J'entends parfois parler de la pilule pour hommes. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui sont, on parle de méthodes, de pilules, masculines, hein, par exemple hormonales. Il y a des choses qui sont en cours de recherche, mais pour le moment, il y a rien qui est vraiment, validé ou qui est commercialisé, toujours en cours d'étude. Le principe, c'est globalement, basé sur, une utilisation de testostérone qui, par un mécanisme assez complexe, va finir par empêcher la spermatogenèse. La spermatogenèse, c'est la production de spermatozoïdes au niveau des testicules. Mais cette méthode n'est pas encore commercialisée. On n'a pas encore beaucoup de recul. Probablement qu'il y a un des freins à ce niveau-là, c'est qu'on sait que c'est une méthode qui va sans doute avoir, tout comme chez la femme, des effets secondaires. Et qui dit effets secondaires dit qu'il y aura peut-être très peu d'intérêt du public pour ces méthodes et donc moins d'argent. Et on sait que l'argent est maître au niveau, à ce niveau-là. Et donc, voilà, pour le moment, il y a encore rien à ce niveau-là. Parlons alors vasectomie, ce qui est le plus courant de nos jours. D'abord, toi, en tant que spécialiste, comment tu expliques que la mentalité des hommes ou des couples change? Parce que je pense que c'est pas seulement les hommes, c'est aussi parfois les femmes qui voudraient ou qui aspirent à ce que la charge de la contraception aille dans l'autre sens. Toi, oui, d'un point de vue sociétal, comment tu l'expliques? Ben, je pense que il y a eu depuis des années, hein, maintenant c'est toujours la femme qui a pris la pilule, etc. Sa part de responsabilité à la contraception, et on voit que les mentalités changent, notamment à cause des effets secondaires. On a aussi envie d'équilibrer les différences entre les hommes et les femmes. Et du coup, il y a pas mal d'hommes qui veulent passer le cap. Et alors, en consultation, je vois, ça va être 2 types de profils. Il y a des hommes installés en couple qui veulent venir discuter de la vasectomie, qui ont par exemple déjà des enfants. Ou alors, j'ai parfois des patients plus jeunes qui sont curieux et qui aimeraient aussi trouver un moyen contraceptif. On n'en a pas parlé, mais il y a une méthode qui est pas validée. C'est pour ça qu'il faut en parler avec un petit peu des pincettes, mais c'est la méthode thermique. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une méthode qui consiste via l'utilisation soit de slips chauffants ou alors d'anneaux en silicone qui permettent de remonter
les testicules dans les canaux inguinaux, qui sont des canaux qui relient le scrotum, donc la poche dans laquelle se trouvent les testicules, et le reste du corps, qui permet, en augmentant la chaleur au niveau des testicules, d'empêcher la production de spermatozoïdes. Donc, pour produire des spermatozoïdes, les testicules ont besoin d'être à une température un peu plus basse que la température corporelle. C'est pour ça qu'il se trouve dans le scrotum, qui est une petite poche qui permet qu'il soit à une température plus basse. Et donc, l'utilisation de cette méthode, en augmentant la température des testicules, on va empêcher la production de spermatozoïdes. Cette méthode, beaucoup de patients, cette méthode est en fait disponible. Donc, on peut, sur Internet, par exemple, acheter les anneaux, etc. Mais cette méthode n'est pas validée par les hautes instances. Et c'est pour ça qu'en tant que médecin, je peux, en tant qu'urologue, je peux discuter avec les patients, je peux leur donner des renseignements, je peux les examiner, voir s'il n'y a pas une contraception à l'utilisation de ces méthodes. Maintenant, je peux pas vraiment les pousser à utiliser ces méthodes parce que éthiquement, moi, je peux pas pousser un patient ou l'encourager à utiliser une méthode qui est pas validée par les hautes instances. Ça, je peux pas. Okay. Donc voilà, mais le patient peut prendre entre guillemets la responsabilité d'acheter son anneau sur Internet, qui n'est pas du coup un dispositif médical, et l'utiliser voilà, à des fins contraceptives. Mais voilà, ça reste un sujet un peu touchy, c'est pas validé, c'est pas dispositif médical, donc voilà, encore un peu en cours d'étude, mais voilà, c'est quelque chose de disponible, mais que je peux pas encourager. Concernant la vasectomie, tu peux nous décrire, nous lister les étapes entre la première visite d'information et puis l'opération et le post-op? Ouais, bien sûr. Du coup, la première étape, c'est le patient qui vient te voir en consultation. Un patient qui vient avec beaucoup de questions. Alors ici, la première étape, ça va être déjà d'expliquer au patient ce que c'est la vasectomie. Aussi, quelque chose qui est assez important, c'est d'essayer de comprendre un petit peu à qui on a affaire, en posant des questions, savoir si le patient y pense depuis longtemps, est-ce qu'il a déjà des enfants, Son est-ce qu'il est âge? en couple, son âge bien entendu, voir quel âge aussi a sa partenaire, ça pourrait, est-ce qu'il a des enfants avec la partenaire actuelle ou avec quelqu'un d'autre, et donc comprendre un petit peu les motivations du patient. Le but, c'est, en posant certaines questions, d'essayer de voir est-ce que le patient pourrait avoir certains regrets et essayer d'anticiper ces regrets-là. Alors, en Belgique, il n'y a pas on n'a pas une obligation légale à laisser un temps de réflexion au patient. Ah oui, d'accord. Par exemple, le patient vient, s'il me dit qu'il a la décision mûrement réfléchie, on pourrait, le jour même, planifier l'intervention. Ah oui, OK. En France, par exemple, dans d'autres pays, il y a des délais de réflexion qui sont légaux, où on doit replanifier quelques mois plus tard une consultation. En Belgique, c'est pas le cas. Le patient nous dit qu'il y a bien réfléchi, on le croit. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est discuter avec le patient, comprendre ses motivations. Ensuite, aussi l'examiner, sentir les canaux qu'on va devoir opérer, et voir si on pourrait en principe le faire sous anesthésie locale, ce qui est la grande majorité des cas, mais parfois chez certains patients qui ont eu des antécédents chirurgicaux ou autres, mieux vaut malgré tout faire une anesthésie générale. C'est rare, mais ça arrive. Et ça, c'est la première consultation. Donc, une bonne anamnèse, comme on dit, une bonne discussion, des explications, un examen clinique, et après, on va planifier l'intervention. Donc, on trouve une date, on ouvre son agenda, on trouve une date avec le patient. Si nécessaire, ça arrive parfois après discussion, on se rend compte que c'est pas mal de laisser un petit délai. Donc, voilà, ça, on peut éventuellement se dire, on en reparle dans quelques mois si le patient, après avoir discuté, souhaite réfléchir encore un petit peu. Une étape aussi importante, c'est de proposer chez certains patients, lui proposer d'éventuellement faire ce qu'on appelle une cryopréservation. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir congeler du sperme, entre guillemets. Et donc, là où je travaille, dans l'hôpital Saint-Jean, on participe à une large étude qui permet d'essayer de trouver des critères de regret, et en fonction de ces critères, proposer aux patients de faire une cryopréservation.
Donc voilà, ça fait partie des étapes importantes de la première consultation. Ensuite, on trouve une date. Et puis, je sais pas si tu veux Ouais. que je te parle de Oui, ça oui, on va aller sur l'opération en tant que telle, puis le poste. Tu recommandes, toi, de faire cette cryoconservation? Alors, en tout cas, j'en parle, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je recommande? Comme je te dis, on essaie de trouver Mhm. certains critères pour savoir chez quel patient ça serait vraiment intéressant de peut-être insister un peu plus. Mais je pousse pas le patient à le faire, mais j'en parle. J'en En parle et après Belgique, la tu sais, démarche, oui, la oui, démarche après elle est personnelle. très C'est une propre, démarche du patient, bien sûr. de Et faire ses ça. convictions et peut-être au niveau du budget, si tu sais, pour cette cryoconservation, tu as une idée du budget? Alors là, il y a, d'abord une première, faut prendre, une consultation dans un centre qui réalise cette cryoconservation. Ensuite, il faut, donc il y aura une consultation avec, des analyses qui vont être faites sur le sperme, Mhm, prise de sang et cetera pour des bilans. Il y a certaines choses à faire et ce coût initial de ce bilan initial, c'est environ 200 € a mhm, priori, mais ça change d'un centre à l'autre. bien sûr. Et ensuite, il y a, un tarif annuel qu'il faut payer de, plus ou moins 100 € en fonction des centres. Après, ça peut varier, 150 €. Mais, voilà, c'est des sommes, qui sont, je pense, Accessible, abordables. je pense aussi. Très bien. OK. Jour J, on va se faire opérer. Ouais. Qu'est-ce qui est bon à savoir? Qu'est-ce qui est bon à savoir le jour J? Beh, déjà, comme je t'ai dit, on a déjà, examiné le patient, Mhm. on a discuté avec lui. Le but, c'est quand même de l'avoir mis un petit peu, en confiance. L'opération, ça se fait quand même dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, on va pas faire ça, à Sur l'arrache au sur le coin cabinet. d'une table. On fait Les ça. hommes sont très stressés, hein, par rapport à cette zone. Donc Oui, c'est moi, ça. j'en Mais parle dans donc, mon entourage, c'est vraiment, plein de questions que je vais te poser après, mais ouais, bien c'est sûr. vrai que c'est une angoisse pour les hommes. Ouais, ouais, ça reste, quelque chose d'un petit peu angoissant. Donc, c'est important d'avoir bien expliqué ce qu'on va faire. On va en salle d'opération. Mmh. Comme je te dis, généralement, on fait ça sous Anesthésie anesthésie locale en locale. général, ouais. C'est, la plupart des cas, c'est sous anesthésie locale. On essaye de instaurer un climat un peu de confiance, hein, une musique, plutôt agréable, voilà, discuter avec le patient. C'est important de lui expliquer Mmh. toutes les étapes de ce qu'on va faire. Et l'opération, globalement, elle va durer plus ou moins, 10 minutes par côté, donc 20 minutes en tout. Une fois que c'est fait, si on a fait ça sous anesthésie locale, le patient rejoint sa chambre. Si, une demi-heure après, il se sent bien, il est tout à fait apte à rentrer à la maison, sans souci. Est-ce que c'est douloureux? Alors, l'opération en tant que telle est pas spécialement douloureuse. Alors, ce qu'on remarque souvent, c'est quand on manipule, les canaux, on va remarquer que parfois les patients sont un petit peu sensibles. Mais globalement, bien voilà, il y a l'anesthésie, c'est l'utilisation d'une petite piqûre, hein, on va piquer. Ce moment-là est toujours un peu désagréable, il faut pas se mentir, mais c'est comme chez le dentiste. Quand Mmh. on fait une anesthésie locale, c'est jamais très agréable. Après, en principe, on sent rien. On peut sentir qu'on travaille, mais pas avoir de douleur. Et donc douloureux, je dirais pas que c'est douloureux. Je dirais que c'est tout à fait supportable et que, et c'est surmontable, donc voilà. Post-op, post-opératoire, il faut prendre plusieurs jours de congé, ce que j'ai entendu? Alors, C'est recommandé? ça dépend un peu du métier de Oui, chacun, hein, donc oui, si tu sur un le métier physique et cetera, je pense que c'est quand même mieux éventuellement de se reposer un petit mmh. peu. Après, si tu fais du télétravail, éventuellement ou que tu as un travail de bureau, tu pourrais éventuellement déjà aller travailler le lendemain. Mmh. Après, voilà, on n'est pas des tyrans, on peut s'adapter, Mmh. on peut s'adapter à chaque patient. Si le patient souhaite se reposer un jour, il y a aucun souci, je vais pas lui dire: «Non, vous devez retourner travailler demain». Donc ça, c'est la première chose. Après, ce que je demande aux patients, c'est une semaine sans activité physique intense, le OK. temps quand même que la cicatrisation commence de façon, optimale et une semaine sans, rapport sexuel. OK, j'allais te demander, est-ce que c'est fiable et combien de temps on doit attendre avant qu'on soit sûr que plus de risque?
Alors, la vasectomie, donc c'est une méthode qui est très très fiable. D'accord. Donc l'efficacité, elle est de 99,9%. Ah ouais. Il n'y a jamais de 100% en médecine, donc on va pas dire 100% aux patients, mais c'est vraiment une méthode qui est très efficace. Après l'opération, il faut un certain délai durant lequel on continue d'utiliser un moyen de contraception. D'accord. Ce délai, c'est d'environ 3 mois, 3-4 mois. En fait, il faut plus ou moins 25 à 30 éjaculations après l'opération pour éliminer les spermatozoïdes restants qui étaient encore dans les canaux. Hem, Après ce délai-là, on va faire ce qu'on appelle un spermogramme. C'est une Oui. analyse de sperme Mmh. et cette analyse doit confirmer que, le patient est stérile. Une fois qu'on a la confirmation, on donne, le feu vert au patient pour qu'il arrête, la contraception. Mmh. Je tilte, hein, 3-4 mois, 25 éjaculations. Ça peut être plus rapide que 3-4 mois, non? Ça peut être plus rapide, ça dépend d'un patient à l'autre. Et non, mais bref. Ça peut Est-ce que la ça libido dépend. ouais, est-ce que la libido est impactée? Alors, c'est vrai que c'est une crainte, hein, les patients qui viennent nous voir par rapport à la vasectomie, ils ont souvent des craintes par rapport, Mmh à mh. l'érection, la libido, la production de testostérone. En fait, pas du tout. C'est pas du tout impacté. Lorsqu'on, réalise la vasectomie, on va uniquement toucher donc, ce qu'on appelle le canal déférent. Je t'expliquerai après, si tu veux, plus en Oui. détail l'opération, mais on ne touche pas du tout au testicule en lui-même et donc on va pas impacter la production de testostérone notamment, qui influence fortement sur la libido. On touche pas non plus aux nerfs de l'érection, par exemple. Tout ça est vraiment, sans danger. Il y a aucun risque par rapport à ça. Est-ce que, est-ce que la vasectomie est réversible? Alors, c'est très important, ça c'est vraiment une chose sur lequel, on insiste quand on voit le patient en consultation, c'est d'insister sur le caractère définitif de l'opération. Ça, c'est vraiment super, super important. Alors, si on se renseigne un petit peu, on peut vite comprendre qu'il existe quand même une opération qui s'appelle la vasovasostomie, qui permet de reprendre les bouts de canaux qu'on a coupés et les remettre ensemble. Maintenant, cette opération, ses taux de succès sont assez limités. On voit que en fonction du timing post-vasectomie à laquelle on réalise cette opération, qu'au plus loin on se trouve de l'opération initiale de la vasectomie, au moins on a de chances d'avoir une grossesse par la suite. Mmh. Et donc, c'est pas idéal de compter dessus. Donc il faut vraiment partir du principe que c'est définitif. Et ça, vraiment, on insiste fortement auprès de nos patients. C'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut dire à son patient en Mmh. consultation, c'est que c'est définitif et que ça doit du coup être vraiment bien réfléchi. Est-ce qu'il y a des, critères où vraiment tu proscris l'opération? Alors, pas vraiment proscrit parce que en soi, c'est pas spécialement ma décision. Maintenant, il y a certains patients, comme je te disais, chez qui je vais vraiment accorder un délai de réflexion supplémentaire. Pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est un patient jeune Oui, qui a pas d'enfant. oui. Je pense que la vie est longue et faite de différentes surprises. Et donc, je leur accorde toujours un délai de réflexion supplémentaire et après je pourrais très bien refuser de faire l'opération. Je suis pas, obligé de le faire, donc si jamais on va dire que l'indication, je la sens pas trop, je pourrais toujours éventuellement refuser de le faire, si je suis pas en accord Mmh. avec ça. Tu connais, il y a une fourchette de prix pour l'opération? Alors l'opération, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est couverte, donc elle est remboursée, Ah! elle est prise en charge cette opération, donc elle est remboursée, donc OK. voilà. OK. Je pense qu'on a vu globalement un petit peu toutes les questions autour de la vasectomie. Mmh. Hem, on pourrait parler du cancer des testicules qui est, malheureusement, en fait assez, je trouve méconnu et assez présent chez les jeunes hommes. Mmh. Enfin, tu me diras. Tu peux nous décrire la maladie, hein, dans les grandes lignes? Qu'est-ce que c'est? Alors, le cancer des testicules, c'est une maladie qui est enfin, c'est un cancer qui est en fait, assez rare. Donc c'est Ah! un cancer qui est en Belgique, qui touche, environ 300 à 500, nouveaux cas par an, OK. ce qui est quand même assez rare Ouais. par rapport à d'autres cancers. Mais c'est un un cancer qui a un pic d'incidence, donc c'est-à-dire qu'on voit, qui est le plus souvent chez les jeunes hommes. Donc Mmh. souvent le pic d'incidence, il est de 15 à 30 ans. Et ça, c'est vraiment donc c'est un cancer de jeune homme. C'est un cancer qui est rare globalement, mais c'est un des cancers, numéro 1 du jeune homme. Oui, c'est dingue parce que moi, même dans mon entourage, j'en ai déjà deux hommes qui Mmh. l'ont eu.
Bon, Mais voilà, après, voilà, mais on voit malgré tout que dans les pays industrialisés, on voit qu'il y a une légère tendance à la hausse dans les statistiques par rapport au diagnostic de ce cancer-là. comment tu l'expliques? Probablement suite à l'utilisation de pesticides et des choses comme ça qui pourraient avoir une influence sur l'apparition de certains cancers. C'est comme ça qu'on l'explique. Après, il doit y avoir beaucoup de choses, des facteurs environnementaux, etc. Le GSM dans la poche, fausse idée? Hem Tu te prononces pas? Je me prononce C'est pas. peut-être pas assez de recherche. Quels sont les signes ou les symptômes qui doivent être, vraiment, enfin nous alerter? Alors c'est un cancer qui en fait, donne très peu de symptômes. Ouais. C'est ça son caractère un petit peu insidieux. Ça donne très peu de symptômes, c'est plutôt en se palpant qu'on va sentir que le testicule, vraiment au niveau du testicule même, on va sentir une induration, donc quelque chose de dur, un petit peu comme un caillou qui est inhabituel. C'est pas spécialement, douloureux, ça va pas spécialement donner, d'autres symptômes, si ce n'est le fait que c'est dur. Éventuellement, certains patients décrivent une petite gêne ou autre, mais c'est souvent juste le fait qu'en s'examinant, on sent qu'il y a quelque chose de différent, que c'est plus dur. Et donc, voilà, de toute façon, je pense que ça vaut la peine, quand on a un doute, ça vaut toujours la peine de venir consulter un urologue si on a senti quelque chose d'anormal, même si à la rigueur, on a une petite gêne, inhabituelle, mieux vaut une consultation en trop. C'est ce que tu recommandes? Donc Bah, parce que c'est nous c'est on quelque est chose que oui. que je vois souvent et en plus, on sait que chez les hommes, beh, dès que ça touche à ces Mmh. parties-là, il y a Mmh. un côté un petit peu angoissant. Donc, je pense que mieux vaut avoir une consultation, qui sera éventuellement, dans la majorité des cas, plutôt rassurante, mieux vaut le faire, que passer à côté de quelque chose ou d'avoir une Mmh. angoisse permanente par rapport à ça. Le diagnostic, il est rapide. Quand on voit l'urologue, déjà souvent, rien qu'en palpant, on Mmh. peut faire le diagnostic. On fait une échographie et sur base de l'échographie, le diagnostic est fait. Mmh. Est-ce que tu penses que le rôle du stress, du sommeil, bah, justement de l'alimentation, tout ça joue vraiment sur notre santé et la santé des hommes en particulier? Bien sûr, je pense que, il y a beaucoup de données maintenant, c'est de plus en plus connu par rapport à l'influence, enfin à l'impact qu'a le stress sur la santé. On va voir que ça va faire certaines modifications, hormonales, ça peut influencer que le système nerveux du stress s'active, qui peut aussi être plus nocif. L'alimentation forcément, ça Mmh. c'est connu maintenant, hein, qu'une bonne alimentation, équilibrée, variée, va vraiment avoir, un rôle Mmh. prépondérant dans la santé globale. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi il m'a été demandé sur les réseaux sociaux, sur Mmh mh. Instagram. C'est notamment pour des femmes. C'est une femme qui m'a demandé, donc je ne sais pas si ça concerne que les femmes, mais on parle de cystite à répétition. Mmh. Donc, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que tu en vois souvent et qu'est-ce que tu recommanderais dans ces cas-là? Les cystites à la répétition, c'est quand même oui, c'est un problème assez fréquent et le problème, c'est que ces cystites, ça peut vraiment, gâcher un petit peu la vie parce que c'est vraiment douloureux et cetera. Alors, il y a différentes lignes de conduite à tenir quand on a des cystites à répétition. La première chose à faire, c'est au niveau des habitudes de vie, de modifier parfois certaines habitudes. C'est important de bien s'hydrater. C'est super important d'avoir une hydratation, qui va de 1,5 litre à 2 litres par Oui, j'allais dire jour. hydratation externe ou interne? Ouais, OK. Donc Boire, bien bien boire. boire évidemment si, on a fait du sport, s'il fait Mmh. chaud, majorer encore, l'hydratation, mais avoir tout au long de la journée une hydratation, continue et importante. Ensuite, ben, on sait que les cystites peuvent être souvent liées aussi à l'activité sexuelle, au rapport sexuel. Donc c'est important avant, après les rapports d'aller, vider la vessie. Ça, c'est des choses qui peuvent déjà avoir un impact sur l'apparition des symptômes. Mmh. Après, on peut aussi donner parfois certains compléments alimentaires comme, du démanose ou, des extraits de cranberry, par exemple, Ah tu as ouais? sans doute déjà entendu Ouais, parler, ouais. qui peuvent diminuer l'apparition des cystites. Si jamais, malgré tout ça, on continue à souffrir de cystite, ça vaut la peine quand même d'avoir une consultation chez un urologue
pour exclure, voilà, d'autres causes, par exemple le fait de mal vider sa vessie peut-être, qui pourrait être réglé avec certains exercices de kiné ou autre. Donc faire un bilan, ça vaut la peine si vraiment ça devient invalidant. Et après, voilà, il y a de plus en plus Mmh. de lignes thérapeutiques. Parfois, on donne des antibiotiques, et C'est ça. cetera. Il y a différentes choses. OK. J'aimerais parler de toi maintenant, si tu le veux OK, bien. avec plaisir. Il adore parler de lui, non. Écoute, hem, tu sors d'un Ironman, un full Ironman, donc tu es quelqu'un de très sportif et tu l'as, je pense, toujours été. Ouais, C'est quoi la place du sport pour toi dans ta vie aujourd'hui? alors, la place du sport dans ma vie aujourd'hui, beh, c'est une place très, très, très importante, mais ça a toujours été le cas. Mmh. Depuis toujours, j'ai toujours fait, depuis que je suis tout petit, je faisais du sport quasi tous les jours, football, tennis, judo, j'en passe, et Touche à cetera. tout plutôt? Donc j'ai toujours eu un peu la bougeotte, on va Ouais. dire, et donc voilà, je pense à un petit côté peut-être un peu hyperactif, Mmh. et donc je faisais du sport, depuis que je suis tout petit, quasi tous les jours. Ici, beh, depuis, environ, donc je continue à faire du foot. Je joue en foot, en amateur, en ce qu'on appelle, l'APSA, c'est une ligue amateur un peu fun, avec les copains. Mais voilà, ça reste très sympa. Et maintenant je pratique, depuis 2018, je pense, la course à pied de façon vraiment très régulière. Ouais, tu cours super bien. Merci. Tu as un très ouais, tu as un très bon pace. Donc Et donc je fais très bien. vraiment la course à pied, de façon assez régulière depuis 2018, et j'ai commencé, parce que j'avais besoin, de nouveaux challenges, le triathlon, l'année passée. Ah oui, seulement. Ouais, ça fait 1 an que j'ai commencé, enfin 1 an et demi. Ouais. J'avais l'année passée fait un demi Ironman, donc le format, L du triathlon, et cette année j'ai fait il y a 2 semaines en fait, j'ai fait le full distance. C'était un sacré challenge, une sacrée aventure, 8 mois de préparation, des semaines très chargées, à 15 heures d'entraînement, Mmh. donc ça, évidemment, ça a pris une très, très grande place actuellement dans ma vie. C'est un Mais voilà, je veux pas continuer à ce rythme-là éternellement. C'était vraiment dans un objectif de préparation. Ici, je vais reprendre une activité plus, avec un peu moins de pression, on va dire, mais Mmh. malgré tout, ça reste Oui. quasi tous les jours du sport. Oui, et quand on voit tes performances, ça te démange pas de te dire, tu vois? Je tente ou Ben, en tout cas, ici, voilà, je pense qu'un un petit peu de repos, s'impose, parce que ouais, c'est vraiment très énergivore. J'ai mis vraiment beaucoup d'énergie. C'est, s'entraîner 2 fois par semaine, après le boulot, le week-end. En fait, la vie vraiment, à un moment, tourne quasi plus qu'autour de ça. 2 fois par jour? Heu, Tu ouais, dis 2 fois par jour, ouais. tu dis 2 fois par semaine? Ah non, 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 pardon, ouais, 2 On fois n'a par pas jour. fait un Ironman en s'entraînant 2 fois Non, non, semaine, non, non, 2 non, fois c'est par 2 jour. fois par Ouais, jour, matin, soir, ouais. c'est des entraînements vraiment, ouais, 2 fois par jour, tous les jours, sur le temps de midi, après la journée de boulot, le week-end. Vraiment, ça prend beaucoup de place. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré parce que moi, j'adore, structurer un petit peu ma vie autour de ça. Je trouve que ça apporte des bases saines. J'ai vraiment adoré, voilà, regarder mon planning. Tiens, à tel temps de midi, je vais aller courir, à tel temps de midi, je vais aller nager. Et j'ai adoré faire ça, mais maintenant, voilà, je sais que c'est aussi, voilà, il y a d'autres choses. Mmh. Donc pour le moment, je vais faire un petit break, par rapport à ça, et puis après, ben, on va voir. Peut-être que dans Mmh. l'année prochaine, je vais me retrouver un challenge, parce que j'adore fonctionner par Mmh. challenge. J'adore fonctionner par challenge. J'adore me dire: «Tiens, l'objectif, ça sera un marathon, un semi», peu importe le challenge, mais ça me permet vraiment de me structurer, à vrai dire. Et cette structure, je pense que j'en ai besoin, parce que sinon j'ai un petit côté, comme je te dis, un peu, Hyperactif? hyperactif, et je vais peut-être tourner un peu mon hyperactivité vers la fête. Mmh. On va y venir Et justement. Ouais. c'est pas que c'est mal de faire Mmh. la fête, mais voilà, j'aime bien, trouver dans le sport un moyen d'équilibrer, ma vie pour, voilà, Oui, pour être épanoui et équilibré, quoi. pour être épanoui, équilibré, et voilà. Tu as pas eu ces petites, dépressions, post, Ironman? Je pense que je suis un peu dedans. Ouais, C'était il y a 2 semaines. ouais. Donc là, je suis en train de c'est vrai que vu que je passais, voilà, 15-16 Bah, heures ouais. par semaine à ça, je consacrais beaucoup de temps. Maintenant,
je vois que j'ai trop de temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis aussi vachement fatigué physiquement. Oui. Après, voilà, ça va passer, hein, mais Bien sûr, évidemment. rien qu'hier, j'ai fait un petit paddle avec les copains et j'ai l'impression d'être courbaturé encore plus qu'après l'Ironman, après 1 heure et demie de paddle. Pourtant, c'est pas le sport le plus intense physiquement, mais voilà, le corps a pris un peu cher. Ouais, il faut se remettre gentiment sur les rails. Et tu abordais cette épreuve millimétrée, genre tu calculais ta nourriture, tu calculais peut-être ton hydratation, je sais pas, tu complémentais électrolytes, et cetera, pour être vraiment le plus performant. Est-ce Ouais, que tu es ouais. content de ta perf d'abord? Je suis très content de ma perf, OK, hein, très bien. c'était il y a 2 semaines à Francfort. Il faisait caniculaire, il faisait super chaud, 35 degrés lors du marathon, donc c'est vraiment très, très, très chaud. Je suis très content, ça s'est passé comme prévu. Je pense que c'est une course sur laquelle on peut pas vraiment laisser de place à l'improvisation. Donc tout était millimétré, préparé à l'entraînement, ce que j'allais boire, ce que j'allais manger. On devient un petit peu même psychorigide par rapport à ça, Oui. mais je pense que c'est important. On court à l'allure cible, on fait du vélo à l'allure cible, c'est très Oui. millimétré. Maintenant, c'est ça qui a été préparé à l'entraînement et moi j'adore ça. J'adore ce côté performance, et dans le triathlon c'est un sport qui est assez fort, axé performance et je me retrouve, très bien là-dedans. Tu t'es fait coacher? Non, je me suis pas fait Ça m'étonne coacher, pas. mais j'ai utilisé, une application qui Tu peux s'appelle partager? Oui. Training Peaks. OK. Donc j'ai acheté un programme, fait par un coach, en ligne et ce programme, c'était un programme de 8 mois avec, des entraînements vraiment planifiés, au jour le jour, mais qui sont extrêmement précis et qui sont adaptables à chaque niveau. Parce que ça va utiliser des données comme, courir 5 minutes dans telle on Zone, utilise ouais. les notions de zone et Oui. cetera. Courir dans telle zone, se reposer. C'était, voilà, un entraînement très intelligent basé sur, c'est une progressivité, donc pas commencer trop fort. Vraiment, on a 8 mois de préparation, c'est hyper long. Il y avait des phases aussi de repos, d'assimilation, et donc voilà, j'ai pas eu besoin d'un coach. Ça aurait été peut-être une petite plus-value parce que, notamment, je nage pas, très, très bien. Mais voilà, je m'en suis sorti comme ça. Oui. Donc Training Peaks, je Mmh. recommande, je Je vais le recommande. mettre en description. L'alimentation, c'est quelque chose qui est important pour toi? C'est quoi la place de la nourriture dans ta vie? Beh, l'alimentation, c'est important. Maintenant, heu, une des raisons aussi pour laquelle j'aime bien, avoir une activité physique régulière, c'est que j'adore manger et j'ai pas non plus envie de trop me priver. Alors c'est clair que quand on approche de un mois d'une compétition, on va faire un peu plus attention. Sinon, pendant l'année, globalement, voilà, je me pose pas trop de questions. J'ai plutôt une alimentation assez saine de base. Ma femme Ornella cuisine très, très bien, Mmh. et plutôt une alimentation, méditerranéenne et Mmh. saine. Maintenant, voilà, on va pas se priver des petits restos et cetera. Voilà, je pense qu'il faut manger, voilà, se faire plaisir tout en, ayant des bases saines, quoi. Tu en parles justement de ton épouse. Comment le couple survit à une préparation d'un Ironman que d'un côté? C'est vrai que nous on l'a fait, mais on était là 2 dans le bateau. Ouais. Quand c'est un, il y a beaucoup d'heures d'entraînement et beaucoup de fatigue et parfois un peu d'irritabilité, tu vois, de Bien sûr. frustration, enfin tout ce que l'entraînement de l'Ironman apporte. Mmh. Bah, je pense que c'est important d'en parler. C'est pas spécialement facile, Mmh. je pense que l'entraînement, que j'ai eu qui était très chronophage, on peut avoir des comportements un Égoïste. petit peu égoïstes pendant ce genre de préparation et ma femme me l'a fait, ressentir. Elle a bien raison. Maintenant, oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, elle a aussi été un soutien, hyper important, pour moi. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas le genre de préparation que j'envisage de faire, tous les ans. Il y a des choses qui sont, moins chronophages. Là, c'était un gros objectif. J'y reviendrai peut-être un jour, mais voilà, il faut aussi, passer du temps, en couple, en famille, avec ses amis. Il y a d'autres choses aussi que la préparation et le sport. Une journée type pour toi, une semaine type, tu travailles beaucoup? Beaucoup d'heures? Je travaille quand même pas mal, c'est Mmh. vrai. Je pense que les médecins en général, c'est des métiers qui prennent beaucoup de place. Le lundi, je ne travaille pas. J'ai la Mmh. chance de faire un 4/5e. Bien. Donc souvent une journée qui est consacrée plus soit justement à mes hobbies,
ou à faire des choses obligatoires, hein, administration, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est une journée assez clé dans mon emploi du temps. Ensuite, la semaine, ça va être globalement, on va dire 8 heures, Mhm. 18 heures. Mhm. Maintenant, avec des journées parfois un peu plus longues en fonction des salles d'op, des urgences. Euh, Des gardes, je sais pas si tu fais des gardes. je fais des gardes, Mhm. un système de garde où on est avec mes collègues, on se répartit à chaque fois une semaine de garde entière. On est de garde jour et nuit pendant une semaine. Euh, Maintenant, voilà, Ouais, on n'est pas à l'hôpital, c'est des ouais, gardes qui ouais, sont, ouais, enfin, on va travailler et le ouais, soir, bien on est sûr. appelable. Ouais. Ça arrive malheureusement parfois de devoir revenir, mais si on revient, c'est que c'est nécessaire. Voilà, ça Ouais. fait partie du jeu. Mhm. Tes études et la fête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment tu combines les deux? Enfin, j'ai l'impression que c'est sûr, c'est un peu intense, quoi, tu vois? Je pense que à nouveau pendant les études, c'est vrai que j'étais assez fêtard, hein. Mhm. On se connaissait un petit peu à ce moment-là. C'est vrai que j'étais assez fêtard. Maintenant, à nouveau, avec une certaine structure en tête, Mhm. c'est Oui, t'as réussi brillamment. C'est ça qui est épatant, c'est j'ai que tu réussis. réussi correctement. Ouais, écoute. Mais voilà, avec toujours un peu une structure en tête, Mhm. c'est se dire que voilà, on va passer des moments entre amis à faire la fête, etc. Mais aussi se forcer à d'autres moments à étudier, à voilà, pas laisser le temps filer entre guillemets. On avait des semaines en fait assez structurées avec ma bande d'amis de médecine où c'était souvent début de semaine très studieux. On allait en bibliothèque, on bossait, etc. Et puis bon, à partir du mercredi, jeudi, on faisait un peu plus la fête. Mhm. Ouais. Pour terminer, j'aimerais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à deux choses. Déjà, aux hommes qui se posent des questions sur différents moyens de contraception existants. Est-ce que on enlève la casquette de médecin? Bon. Mmh. Toi, en tant qu'homme, Mmh. c'est quelque chose que t'envisagerais, la vasectomie, ou ou pas, ou autre, ou attendre simplement que d'autres moyens arrivent, soient commercialisés? Beh, je pense que comme je te disais, ça dépend un petit peu du profil du patient et de son âge. Je vais pas conseiller à un Mmh. patient de 20 ans, de réaliser une vasectomie. Je trouve que Que c'est trop tôt? ça serait peut-être un peu tôt. Après, on n'a peut-être pas non plus même la maturité pour avoir, compris les tenants et aboutissants de ce geste définitif, hein, dont on a parlé. Mmh. Maintenant, personnellement, j'ai pas d'enfant, Mmh. j'ai un chat. Mmh. Mais j'envisage pas de le faire parce que ça reste, voilà, peut-être, une possibilité dans ma tête d'un jour en avoir. Et donc, pour le moment, préférerais me tourner vers Vers autre le chose. ouais. Mais donc, voilà, ça dépend, c'est du cas par C'est cas. le cas par cas. Donc je pense que même si j'étais pas urologue, j'aurais la même vision des choses, par rapport à cette question. Et toi, sur le plan humain de l'homme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On a fait l'Ironman, on a checké ça. Mmh. C'est quoi le prochain projet, vu que tu te nourris de projets? Le prochain projet, je te dis, pour le moment, c'est je pense, reconnecter peut-être un peu plus avec, Ton mes épouse? amis, Ah. voilà, Mmh. ouais, mon épouse, mes amis, ma famille, que j'ai un peu moins vu, ces derniers temps. Parce que comme j'étais peut-être un peu plus, axé sur, Mmh mh. moi-même. Et donc ça, j'aimerais, voilà, peut-être me lancer dans d'autres projets, Énergivore. moins énergivores, et voilà, passer du temps avec les les gens que j'aime. Maintenant au niveau sportif, j'ai en tête de Ouais. peut-être performer sur un marathon Ouais, prochainement. ça m'étonne pas. Ça va prendre un peu moins de temps et je m'arrêterai pas de faire du sport, donc voilà. Mmh. Et Pro, par au exemple? niveau pro, Ouais. je travaille avec une équipe qui est assez jeune et dynamique, donc on a pas mal de projets, pour essayer de dynamiser notre service. Et c'est vrai que, voilà, m'investir peut-être un peu plus dans les projets, de ma team, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire vu que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu moins d'énergie à mettre dedans, Mmh. mais voilà, donc plutôt me tourner, mettre un peu plus d'énergie pour mes proches et pour mon boulot et
tout en gardant le sport quelque Bien part, sûr. mais un peu moins marqué. Je mettrai tes coordonnées, tes contacts en barre de description, bien sûr. Parfait. Que les messieurs et les couples n'hésitent surtout pas à au moins te consulter pour avoir de l'information. Je suis tout à fait Toujours bon à disponible à prendre. recevoir des couples, des jeunes hommes, des hommes plus âgés, peu importe, pour répondre à leurs questions. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à toi. Grand merci. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.